Après avoir étudié la base imposable à l'impôt des sociétés sous un angle théorique au travers des dispositions légales applicables, nous allons passer maintenant à la phase pratique. Dans cette phase pratique, votre fil conducteur, c'est la déclaration à l'impôt des sociétés que je vais poster sur Moodle. Ayez ce document constamment sous les yeux, imprimez-le. On va suivre la logique de la déclaration pour étudier cette matière. Donc ici, on va prendre comme point de départ la déclaration ISOC pour étudier la matière et pas les dispositions légales. Les dispositions légales, vous avez les références sur le slide. Lisez-les pour votre information, mais voilà, prenez comme point de départ la déclaration et moins le code. C'est une distinction par rapport à l'approche qu'on a développée en matière d'IPP, où là on prenait la structure du code et on n'a pas pris du tout la déclaration IPP. Voilà pour cette particularité méthodologique. Alors pour déterminer la base imposable à l'ISOC, on va accomplir 10 opérations. Vous avez sur le slide les 10 opérations qu'il va falloir accomplir pour calculer la base imposable à l'impôt des sociétés. L'opération qui est la plus importante et qui va nous occuper pendant le plus de temps, c'est la première opération, qui est le point de départ dans la détermination du bénéfice. À l'occasion de la deuxième opération, on ventile le bénéfice calculé au terme de la première opération en fonction de sa provenance. Cette deuxième opération, elle va s'appliquer uniquement aux sociétés qui développent un business à l'étranger. Et lors de cette opération qui va être ventilée, on y reviendra. Lors des opérations 3 à 10, on va déduire certains éléments de la base imposable. Rappelez-vous, dans la partie théorique, on a vu que le bénéfice comptable était le point de départ pour la détermination du bénéfice fiscal. Il y avait certains éléments qu'on rajoutait et certains éléments qu'on retirait. Eh bien, les opérations 3 à 10, on les retrouvait dans les éléments qu'on retirait. Donc, c'est des éléments qui viennent donc en déduction du bénéfice comptable et qui donnent le bénéfice fiscal. On va les passer en revue, certaines en détail, d'autres on se contentera de les mentionner parce qu'elles sont moins importantes. Mais vous avez toute la structure exposée sur le slide et cette structure, vous la retrouvez dans le formulaire de déclaration ISOC. Lors de la première opération, on va procéder à une addition de 3 éléments qu'on va voir en détail. Ces éléments, ce sont les réserves, premièrement, deuxièmement, les DNA et troisièmement, les bénéfices distribués. Première composante de l'opération 1, les réserves, qui correspond au cadre 1 de la déclaration. Alors ce slide pourrait être mon préféré car il y a plus ou moins rien à dire, mais non, la réalité est toujours un petit peu différente. Je profite de ce slide pour vous donner quelques mots d'explication sur le formulaire de déclaration et son mode de fonctionnement en ce qui concerne les réserves. C'est quelque chose de très important. Alors, prenez le formulaire que vous avez imprimé ou ouvrez-le sur votre ordinateur. Vous voyez qu'à la page 1 du formulaire de déclaration à l'ISOC, vous avez les références du contribuable qui sont à remplir avec la personne de contact. OK. En page 2, vous avez le cadre 1 qui reprend
les réserves. Donc les réserves, c'est la première composante que l'on doit additionner au terme de la première opération qui permet de calculer le bénéfice taxable d'une société. Alors vous voyez qu'il y a deux colonnes dans ce cadre et que la première colonne correspond à une situation au début de la période imposable. La deuxième colonne correspond à une situation à la fin de la période imposable. Il va falloir remplir les différentes cases et pour chaque case que l'on doit remplir, il faut remplir les deux colonnes. Et à cette occasion, on va comparer la situation qui existe au début de la période imposable avec la situation qui existe à la fin de la période imposable. Et donc l'idée, c'est que quand vous allez avoir une variation positive entre le début et la fin de la période imposable, eh bien, c'est là que vous allez avoir un bénéfice taxable. Prenons une hypothèse toute bête pour comprendre le fonctionnement. Imaginez une société qui démarre son activité, et donc elle démarre de 0. La première année, elle réalise un bénéfice comptable de 10. Ce bénéfice comptable, imaginez qu'elle le laisse en bénéfice reporté. Comment est-ce que cette réalité va être présentée dans la déclaration d'impôt? Eh bien, prenez votre cadre réserve, voyez les différentes composantes, vous voyez qu'il y a une case bénéfice reporté. Ok, c'est la case qu'il va falloir remplir dans ce cas. Alors, situation au début de la période imposable. Je l'ai dit, on démarre de 0, donc on est dans la case bénéfice reporté, le code 1008 de la déclaration. Au début de la période imposable, on a 0. La première fois que j'écris quelque chose sur le slide, c'est un 0. Ce n'est pas super aisé d'écrire avec la souris de l'ordinateur. À la fin de la période imposable, je vous ai dit, on a un bénéfice comptable de 10 et on le laisse là. Donc, dans l'autre colonne, à la fin de la période imposable, je trace la petite séparation, on a 10. Dans ce cas, on a une variation des réserves entre le début et la fin de la période imposable qui est de 10. On est passé de 0 à 10. Et donc, mon bénéfice fiscal à ce stade, il est de 10, sous réserve de ce qu'on fera au cours des prochaines opérations. OK? Voilà pour un premier exemple. Alors, imaginez maintenant la même société, même activité, même bénéfice comptable de 10, mais avec ce bénéfice de 10, on ne le laisse pas, l'Assemblée générale décide de ne pas le laisser dans les bénéfices reportés, mais décide de le mettre dans la réserve légale. Qu'est-ce qui va se passer? Comment on va remplir la déclaration d'impôt? Eh bien, vous prenez votre cadre réserve, vous prenez la ligne réserve légale, le code 1005. Au début de la période imposable, on démarre de 0, on est à 0. À la fin de la période imposable, on est à 10. Même écriture que celle
qu'on a passé précédemment, sauf qu'on remplit la case réserve légale et plus la case bénéfice ou perte reportée. Donc, la logique est exactement la même, sauf qu'on remplit une autre case parce qu'il s'est passé autre chose dans la société. La société a décidé d'affecter ses bénéfices différemment. Alors, dans ce cas, quelle est la variation du montant des réserves entre le début et la fin de la période imposable? C'est toujours 10. Quel est le montant du bénéfice taxable? Il est toujours de 10. Donc, vous voyez que économiquement, on a une même situation. Une société qui réalise un bénéfice de 10. Juridiquement, elle fait deux choses différentes. Première hypothèse, elle le met en bénéfice à reporter. Deuxième hypothèse, elle l'affecte à un poste de réserve. OK. Pourquoi? Parce qu'elle a la possibilité de prendre cette décision conformément au droit des sociétés. Fiscalement, vous avez la même chose. C'est toujours une société qui a réalisé un bénéfice de 10 et qui sera taxée sur 10. Voilà pour ma deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, imaginez la même société qui réalise son bénéfice de 10 et qui décide de le distribuer comme dividende. Là, j'anticipe sur les prochaines étapes. Que va-t-il se passer fiscalement parlant? Eh bien, il n'y a aucun poste de réserve qui va bouger de ce fait. Donc, les réserves, ça va rester 0, 0. On ne va rien remplir. Deuxième composante des bénéfices taxables, les DNA. On ne voit pas ça pour l'instant. Troisième composante, les bénéfices distribués. Dans l'hypothèse où la société qui a réalisé son bénéfice comptable de 10 décide de distribuer ces 10, eh bien, dans la déclaration d'impôt, vous allez avoir rien dans le cadre réserve. Vous avancez dans votre déclaration, vous allez à la page 5. Vous voyez qu'entre-temps, la page 4, il y a les DNA. Page 5, vous avez les dividendes distribués. Dans cette case dividendes distribués, dans ma troisième hypothèse, on va mettre 10. Conclusion dans ma troisième hypothèse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une société qui a décidé de distribuer son dividende de 10. Quel est son résultat sur le plan fiscal? Eh bien, c'est 10. Quand on additionne les réserves, les DNA et les dividendes distribués, on se retrouve avec 10. Donc, toujours la même logique. Vous avez une société qui a réalisé un bénéfice comptable de 10. Avec ce bénéfice comptable, elle décide de 3 affectations différentes. Reporté, réserve légale ou dividende distribué. Il y a 3 présentations différentes dans la déclaration. Et fiscalement, vous avez toujours une société qui est taxée sur un bénéfice de 10. Voilà pour la logique. Et si vous avez compris ça, vous avez déjà compris beaucoup. Alors maintenant, ajoutons une donnée temporelle à mon exemple. Reprenons mon premier exemple. Imaginez une société qui réalise donc son bénéfice de 10 et elle le met en bénéfice à reporter. Vous savez donc, que la première année, on démarre de 0. En bénéfice à reporter, vous avez une variation de 0 à 10. C'est ce qui se passe l'an 1. Imaginez que lors de l'an 2, donc l'année qui suit l'an 1, pour lequel vous avez l'écriture qui figure au tableau, l'an 2, la société en cours d'exercice 2 décide de prendre ses bénéfices
reportés et de les affecter à un poste de réserve, prenons réserve disponible. Pourquoi? Parce que l'Assemblée générale a la possibilité de le faire. Que va-t-il se passer? On parle donc du même bénéfice, hein, et sans préjudice de la question de savoir ce qu'a fait la société au cours de cet exercice, ça, on n'en parle pas. On sait juste que l'année d'après, elle décide de prendre ces 10 bénéfices à reporter et de les mettre dans un poste de réserve disponible. Donc l'an 2, que va-t-il se passer? Donc la réserve, le bénéfice reporté qui était à 10, hein, on démarre l'an 2 au début de l'exercice avec 10 en bénéfice reporté, on les sort, et donc le bénéfice reporté va passer à 0. Ce bénéfice reporté, on va aller le mettre dans un poste de réserve disponible. Donc, les 10 en question, vous allez avoir dans le formulaire le poste de réserve disponible qui, lui, était à 0 en début d'exercice, hein, l'exercice 2, et il va se retrouver avec un montant de 10 en fin d'exercice. Hein, donc là, vous avez bien ici les réserves disponibles, RD, et en dessous, vous aviez le bénéfice reporté. Donc voilà comment cette opération va se présenter dans la déclaration fiscale de la deuxième année. Alors, question que je vous pose, lorsque la société prend son bénéfice reporté et qu'elle décide de le mettre en réserve disponible, est-ce que lors de l'an 2, il y a réalisation d'un bénéfice taxable? Je vous laisse réfléchir. La réponse est non. Au cours de l'an 2, on ne vous dit pas que la société a réalisé un nouveau bénéfice, elle a juste pris son bénéfice historique et elle l'a mis autre part. Et d'ailleurs, donc pas de nouveau bénéfice, et mathématiquement, on retrouve la confirmation de ce que la société n'a pas réalisé de nouveaux bénéfices dans la déclaration, hein, parce que si on prend les variations de réserve au cours de l'an 2, eh bien, la réserve disponible, elle a augmenté de 10, très bien, mais le bénéfice reporté, il a diminué de 10. Donc, ces deux opérations s'annulent et au cours de l'an 2, sur base des éléments que je vous ai donnés, eh bien, on a une opération neutre qui est appliquée. Il n'y a pas de nouveau bénéfice engrangé. Et donc, si on prend la somme du montant de variation des réserves au cours de l'an 2, eh bien, c'est 0, plus 10 et moins 10. Pourquoi? Parce que tant économiquement que juridiquement, la société n'a pas réalisé de nouveaux bénéfices. Donc, cette explication est là pour vous aider à comprendre comment la déclaration d'impôt va, je dirais, coller à la réalité comptable. Et un ajustement comptable, il y a une prise de décision de la société, va avoir une répercussion sur la déclaration d'impôt, mais ici, pas de bénéfice taxable. Et on comprend pourquoi, parce que tant économiquement que juridiquement, la société n'a pas réalisé de bénéfice taxable. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au sujet du fonctionnement de la déclaration en ce qui concerne le poste réserve. Voilà comment on présente les choses au moyen d'un exemple simple. On va pouvoir maintenant passer à l'étude des réserves en détail. Voyons en détail les réserves apparentes.
les réserves apparentes sont appelées comme ça parce qu'elles apparaissent dans la comptabilité, et cela par opposition aux réserves occultes qu'on va voir un peu plus tard. Voyons différentes hypothèses. Imaginez qu'une société prenne son bénéfice et qu'elle l'incorpore au capital, hein, ce qui pouvait se faire historiquement à l'époque où il y avait encore un capital dans les sociétés. Eh bien, cette incorporation des réserves au capital donnait lieu à un mouvement du poste réserve incorporée au capital. Les primes d'émission, hein, le poste de la déclaration vise les primes d'émission imposables. Alors c'est une hypothèse tout à fait particulière parce qu'une prime d'émission, normalement, c'est pas imposable. Hein, prime d'émission, vous savez ce que c'est. Hein, c'est aussi quelque chose d'historique, quelque chose qui se produisait à l'occasion d'une augmentation de capital. Le chouïa en plus que les nouveaux actionnaires payaient en plus du capital lors de l'augmentation de capital pour tenir compte de l'accumulation des réserves par la société dans le passé, hein, pour faire en sorte que les actionnaires historiques ne soient pas dilués, hein, qu'il y ait une égalité entre les actionnaires. Donc la prime d'émission qui est payée à ce moment-là, c'est la même chose que du capital. Le capital, ce n'est pas un bénéfice taxable d'une entreprise. Hein, le capital, il est là, il est intangible, ce n'est pas un bénéfice qui génère un mouvement en compte de résultat. Non. Prime d'émission, c'est la même chose, c'est assimilé à du capital. Donc, une prime d'émission, ça n'a rien à voir, le paiement d'une prime d'émission n'a rien à voir avec la réalisation d'un bénéfice tant comptable que fiscal, mais dans certains cas tout à fait particuliers, la prime d'émission va devenir taxable lorsque, par exemple, elle est utilisée pour apurer une perte. Là, il en débouchera une taxation de la prime d'émission avec le mouvement de ce poste. Voilà. Mais en ce qui concerne ce sous-poste de réserve apparente prime d'émission, je crois qu'on peut s'en tenir au principe. Une prime d'émission, c'est assimilable à du capital, et le capital, ce n'est pas un revenu taxable de la société. Plus-value de réévaluation, j'en ai déjà mis un mot dans la partie théorique, on va revoir ça dans le slide suivant. La réserve légale, lorsqu'elle est alimentée, le poste de la déclaration est lui aussi mouvementé. Les réserves disponibles ou indisponibles, idem, lorsqu'elles sont alimentées, il y a une variation du montant des réserves. Les bénéfices ou pertes reportées, on a vu un exemple en introduction. Les provisions, on voit ça dans 2 slides. Donc, quotité imposable des plus-values de réévaluation, c'est dans ce poste de réserve que ça va apparaître. Je reprends le même exemple qu'on a vu dans la partie théorique, hein, avec un actif qui fait l'objet d'une réévaluation. Donc, sa valeur augmente à l'actif, et au passif, il y a un poste indisponible, plus-value de réévaluation, qui va être mouvementé à du concurrence. Lorsqu'on acte cette plus-value, il n'y a pas d'effet sur les bénéfices taxables. La justification comptable, c'est qu'il n'y a pas de mouvement du compte de résultat. Toutefois, il y a un problème qui survient lors de l'amortissement. Vous savez que le bien qui a fait l'objet de la réévaluation va être amorti sur sa valeur réévaluée, et
les amortissements qui portent sur la partie réévaluée vont déboucher sur une taxation d'une quotité imposable de plus-value de réévaluation. Donc comptablement, on amortit sur la valeur réévaluée. Fiscalement, on amortit toujours sur le coût historique. Et la différence est un bénéfice taxable. Bénéfice taxable que l'on retrouve seulement dans la déclaration. En compta, on amortit sur la valeur réévaluée. Alors, par cette taxation, on instaure une certaine neutralité. En effet, si on ne vient pas corriger sur le plan fiscal l'opération, on a dans la comptabilité un amortissement trop important, un amortissement qui porte sur la valeur réévaluée. Donc, le point de départ de la détermination du bénéfice fiscal, c'est la compta. Dans votre compta, vous avez un amortissement sur la valeur réévaluée. Donc, vous avez trop d'amortissement. Dans la déclaration fiscale, on vient corriger le montant des amortissements déduits sur le plan comptable en taxant la plus-value de réévaluation, la quotité imposable de celle-ci. Et donc, en tant que tel, c'est une opération neutre. Vous pouvez dire, ça revient à vous rejeter la dépense d'amortissement sur la valeur réévaluée du bien. Alors, la justification de cette taxation, elle est double. Sur un plan juridique, vous avez l'article 61 qui est mentionné au slide précédent et qui vous dit on admet seulement des amortissements sur le plan fiscal lorsqu'ils se basent sur le coût historique. Eh bien ici, lorsqu'il se base sur la valeur réévaluée, eh bien ce n'est pas admissible au terme de frais déductibles et dès lors ça débouche sur la taxation de la quotité imposable de la plus-value. Ça, c'est pour la justification juridique. Mais sur le plan économique, si on ne vient pas corriger dans la déclaration d'impôt la quotité imposable de plus-value de réévaluation, eh bien, vous allez vous retrouver dans une situation où économiquement, vous allez déduire trop. Parce que lorsque vous actez votre plus-value de réévaluation, vous n'êtes pas taxé. Et donc, si vous vous mettez à amortir cette valeur qui ne correspond pas à un investissement ou une dépense pour l'entreprise, c'est juste une valeur qui a été actée sans coût fiscal, eh bien, si vous vous mettez à déduire des frais sur cette valeur, vous allez vous retrouver avec trop de déductions. Ça n'a pas de sens économiquement de venir déduire cette valeur qui ne correspond à rien pour l'entreprise, à rien de taxable. Et c'est pour ça que, d'un point de vue économique, les quotités imposables de plus-value de réévaluation sont taxées. Passons à un autre point compliqué, les provisions. Les provisions dont on a déjà dit, mais sans insister, en étudiant l'article 25, qu'elles étaient taxables en principe. Lorsqu'on a étudié la notion de bénéfice à l'article 25, le terme, le poste provision est repris parmi les bénéfices. Partez de la définition de provision que vous connaissez sur le plan comptable. Il s'agit d'une dépense qui a un caractère dépense qu'on va anticiper. Elle est probable ou certaine et son montant est indéterminé. Par exemple, une provision pour une dette fiscale,
une provision pour un litige, une provision pour un engagement pension, une provision pour une grosse réparation. Donc, comptablement, on va anticiper la dépense dans la comptabilité. Le régime fiscal, cette provision, elle est taxable en principe, mais sous condition, elle va pouvoir être exonérée. Quelles sont les conditions? La provision doit être constituée pour faire face à des frais professionnels déductibles. Cela veut dire de manière concrète que si vous faites une provision pour une dette fiscale, eh bien, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'exonération. Pourquoi? Parce que une dépense fiscale n'est pas un frais professionnel déductible. Un impôt, c'est la première des DNA. Dès lors, une provision pour une dette d'impôt, ça va être taxable, non susceptible d'exonération parce que ça ne remplit pas la condition d'exonération. Il faut que ça grève le résultat de la période imposable. Donc l'idée là, c'est qu'il faut enregistrer sa provision au bon moment, qu'elle résulte d'un élément survenu au cours de la période imposable qui justifie la comptabilisation et l'exonération sur le plan fiscal. Il faut que la provision figure dans un compte de passif distinct. Ça, c'est la condition comptable, la comptabilisation d'une provision. Et nouvelle condition d'exonération de la provision à partir de l'exercice d'imposition 2019, c'est une conséquence de la réforme de l'ISOC. Seules les provisions qui découlent d'une obligation légale ou contractuelle pourront être exonérées sur le plan fiscal. Ça veut dire qu'une provision pour une grosse réparation qu'il faut faire parce qu'il faut la faire pour sauver son investissement, mais qui ne résulte pas d'une obligation légale ou contractuelle, ce ne sera pas exonéré, susceptible d'exonération. Donc cette nouvelle condition a été rajoutée à partir de l'exercice d'imposition 2019 pour garantir la neutralité de la réforme de l'ISOC. On diminue les taux, mais budgétairement, ça doit rapporter la même chose. Donc, on agrandit la base. Ici, on ajoute une condition pour faire en sorte que certaines provisions ne soient pas exonérées et deviennent taxables. Dernière condition, il faut un relevé annexé à la déclaration fiscale où on indique les provisions et on indique si oui ou non elles sont susceptibles de répondre aux conditions d'exonération. Alors, à travers un exemple, je vous invite à comprendre la mécanique. Et la mécanique, c'est toujours se baser sur la comptabilité. Qu'est-ce qui se passe sur le plan comptable? Quel est le régime en droit fiscal? Et compte tenu de ce régime, qu'est-ce qu'on fait dans la déclaration d'impôt? Imaginez une provision qui est actée en comptabilité, par exemple pour faire face à des garanties futures, garanties sur les produits que l'on vend. Donc, comptablement, qu'est-ce qui se passe au moment où on acte cette provision? Comptablement, vous allez avoir une dépense. Au passif, le poste provision est alimenté et en contrepartie, un mouvement négatif au compte de résultat. Vous allez comptabiliser la charge enregistrée. Vu que le bénéfice comptable est le point de départ pour la détermination du bénéfice fiscal, lorsque vous comptabilisez une provision, vous comptabilisez une charge et dès lors votre bénéfice fiscal il diminue. On vous dit
La provision est taxable en principe, sauf si elle peut faire l'objet d'une exonération. Et donc, si votre provision ne respecte pas les conditions d'exonération, elle devient taxable. Si elle devient taxable, il faut corriger votre comptabilité par une inscription dans la déclaration d'impôt. Et cette inscription dans la déclaration d'impôt, c'est mouvementer le poste 1009, provision imposable. Et donc, par cette inscription dans la déclaration, vous corrigez vos bénéfices comptables sur le plan fiscal, à supposer que la provision en question ne puisse pas faire l'objet d'une exonération. Si par contre, votre provision respecte toutes les conditions et est susceptible d'être exonérée, eh bien dans ce cas-là, il n'y aura rien à rajouter en provision imposable. Vous aurez une provision taxable en principe, mais exonérée. Et donc, il n'y a rien à corriger sur le plan fiscal. Hein? La réalité comptable, acter la provision, acter la charge, suffit. On n'a pas besoin de réintégrer la provision dans la base imposable. Donc, dans ce cas-là, acter la provision, ça conduit à une charge déductible sans correction qui passe par la déclaration. Donc, dans mon cas, si on a cette provision sur garantie, à supposer qu'on soit en mesure de justifier le montant, eh bien, on va avoir une exonération de la provision et dès lors, il ne va rien se passer dans la déclaration. Si on a une provision pour impôt, comptablement, on a acté la provision, on a acté une charge sur le plan comptable. La provision est taxable. Pourquoi? Parce que la condition d'exonération faire face à des frais professionnels déductibles n'est pas remplie. Et donc, comme la provision est taxable, on va l'indiquer dans la déclaration. On va corriger au travers de la déclaration le bénéfice comptable. Voilà pour quelques explications sur la mécanique. C'est au moment où on comptabilise la provision. Et j'attire votre attention maintenant sur la suite. Vous avez comptabilisé votre provision, vous avez une charge, à supposer que votre provision soit exonérée, eh bien, on ne touche à rien. Le jour où la dépense que vous avez provisionnée survient effectivement, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue comptable? Il se passe deux choses. La dépense, vous allez la comptabiliser. Vous aurez une charge sur le plan comptable. Et la provision, vous allez l'extourner. Vous aurez un produit sur le plan comptable. Et le produit contrebalance la dépense qui intervient effectivement. Donc, dans ce cas-là, au moment où vous utilisez la provision, eh bien, là encore, il ne se passe rien sur le plan fiscal, vu que votre compte de résultat fait l'objet d'un mouvement à la hausse, la provision extournée, et à la baisse, la dépense qui survient. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet et essayez dans la mesure du possible de toujours appréhender les questions de cette manière. Quelle est ma situation de départ sur le plan comptable? Que disent les règles légales? Elles disent souvent plusieurs choses et compte tenu de ce qu'elles disent, est-ce qu'il y a des adaptations à faire dans la déclaration d'impôt, oui ou non? Les provisions constituent un très bel exemple de cela. Passons maintenant à l'étude des réserves occultes. Les réserves occultes
sont aussi des postes de réserve qui soit n'apparaissent pas dans la compta, soit apparaissent dans la compta, mais ne sont pas mentionnés comme tels, comme étant une réserve taxable. Première réserve occulte, les réductions de valeur sur créance. Lorsque vous actez une réduction de valeur sur créance, que se passe-t-il? D'un point de vue comptable, vous avez une créance, un élément d'actif qui diminue. Au compte de résultat, vous avez un mouvement négatif, une charge. Donc, la réalité comptable de la réduction de valeur débouche sur une diminution des bénéfices taxables. Fiscalement, on va vous dire certaines réductions de valeur vont pouvoir faire l'objet d'une exonération, un peu de la même manière que les provisions. Dès lors, si vous voulez que votre réduction de valeur soit exonérée, eh bien, il va falloir respecter certaines conditions, sinon votre réduction de valeur, on va la réintégrer dans vos bénéfices. Les conditions, on va le voir sur le slide qui suit. Ici, voici le texte de l'article 48 qui pose le principe selon lequel les réductions de valeur et les provisions vont pouvoir être exonérées si elles respectent des conditions qui sont déterminées par le roi. C'est le renvoi aux règles de l'arrêté royal d'exécution du code qui définissent de manière plus précise les conditions d'exonération. Même logique pour les provisions et les réductions de valeur. 4 conditions pour l'exonération qui figurent à l'article 22 de l'ARCIR. La perte auquel la réduction de valeur est destinée à faire face doit être admissible au titre de frais professionnels. On retrouve la même chose pour les provisions. Il faut les préciser et elles doivent résulter de circonstances particulières survenues au cours de la période imposable et qui subsistent à l'expiration de celle-ci. Il faut les comptabiliser dans des postes comptables distincts et il faut un relevé annexé à la déclaration. C'est des conditions que vous retrouvez également pour les provisions. Voilà le texte légal. On va avoir une application pratique en ce qui concerne les réductions de valeur dans les slides qui suivent. Je n'insiste pas sur l'article 23. Conditions d'exonération de la réduction de valeur sur créance. De manière schématique, ça peut se résumer comme suit. Vous devez justifier créance par créance au moyen d'éléments objectifs les raisons pour lesquelles vous actez une réduction de valeur. Si vous êtes en mesure de justifier cela, eh bien, vous allez pouvoir déduire votre charge liée à la réduction de valeur et il n'y aura pas lieu de réintégrer quelque chose dans votre bénéfice fiscal au titre de réduction de valeur taxable. Donc, le simple fait qu'un débiteur ne vous paye pas, ce n'est pas suffisant pour acter une réduction de valeur sur le plan fiscal. De même, acter des réductions de valeur forfaitaires ou globales en disant « Ok, au bout d'un an de non-paiement, j'acte X% de réduction de valeur », fiscalement, ça ne passe pas. Fiscalement, vous devez justifier débiteur par débiteur les raisons. Et une des raisons, ça peut être
le fait que ce débiteur a fait une déclaration de faillite. Là, il y a bon espoir, ou plutôt mauvais espoir, que l'on ne soit jamais payé, et donc il y a justification pour acter une réduction de valeur. Idem, hein, si vous dites j'acte des réductions de valeur en raison de la crise économique sur toutes les personnes qui me doivent de l'argent, sur tous mes débiteurs, eh bien, ça ne va pas passer. Il faut une justification au cas par cas. Nécessité de comptabiliser ça dans des postes distincts, ça n'appelle pas de remarque. Il faut justifier dans une annexe le montant des réductions de valeur débiteur par débiteur, donc une condition formelle. Et alors, dans l'hypothèse où la réduction de valeur qui a été comptabilisée et admise fiscalement n'est plus justifiée, eh bien, il faut passer l'écriture inverse, faire une reprise de réduction de valeur qui, elle, doit déboucher sur un bénéfice taxable. Hein. Et il y aura dans ce cas-là un mouvement positif au compte de résultat. Deuxième réserve occulte que nous voyons en détail après les réductions de valeur imposables, les excédents d'amortissement. C'est un point qu'on a déjà étudié à l'IPP bénéfice des entreprises. On va le revoir ici et on va rajouter les spécificités propres à l'ISOC. Pour étudier cette question, encore une fois, vous pouvez partir de la comptabilité et de la pratique comptable. Donc les amortissements que vous allez appliquer sur le plan comptable, ils vont en principe être admis sur le plan fiscal. Le droit fiscal comporte quelques règles qui viennent instaurer des limitations aux amortissements que vous pratiquez, et quand il s'agit de respecter ces limitations, eh bien, vous allez corriger sur le plan fiscal les amortissements trop importants pratiqués sur le plan comptable. Le critère de déductibilité des amortissements en tant que frais professionnels, c'est le critère de nécessité. Les amortissements sont déductibles sur le plan fiscal dans la mesure où ils sont nécessaires et où ils correspondent à une dépréciation réellement survenue pendant la période imposable. C'est éventuellement là-dessus que l'administration va pouvoir jouer si vous amortissez n'importe comment pour faire des frais. Hein, si vous amortissez une voiture sur un an, on va vous dire ça ne correspond pas à une dépréciation réelle, une dépréciation réellement survenue et ce n'est pas nécessaire. Donc il faut amortir ça sur 5 ans, voire 3 ans s'il y a énormément de déplacements. Et là-bas, on peut se référer à la pratique comptable, à ce qui est admis sur le plan comptable. Les limitations légales, article 62, qu'on a déjà vu et qu'on revoit. En ce qui concerne les frais d'établissement et les frais accessoires, le contribuable a le choix en une fois, donc lors de l'exercice pendant lequel ils sont exposés, ou un amortissement étalé. Autre règle contenue à l'article 63, en ce qui concerne les immobilisations incorporelles, il faut minimum 5 ans d'amortissement, exception pour les frais de recherche et développement, où là c'est minimum 3 ans. Si vous le faites plus vite sur le plan comptable, ok, très bien, c'est votre pratique comptable et elle est justifiée, mais fiscalement, il va avoir un rejet de l'amortissement et taxation de l'excédent d'amortissement. On va voir l'exemple
d'une clientèle ou d'un goodwill de manière très concrète dans le slide qui suit. Il y a possibilité de voir admis un régime d'amortissement dégressif. Je ne rentre pas dans les détails, c'est l'article 64 qui vous en parle et qui renvoie à l'arrêté royal pour le détail. Et alors, règle spécifique en ce qui concerne l'ISOC, qui est contenu à l'article 196, paragraphe 2 du Code, et qu'on voit ici dans une perspective historique parce qu'il y a eu des changements liés à la réforme de l'ISOC. L'article 196 contenait comme règle, à partir de l'exercice 2014, que pour les non-PME, pour les grandes entreprises, on impose un amortissement pro rata temporis. Donc, la première année, on ne calcule pas une annuité complète, mais on commence à amortir le jour de l'acquisition. Cela pour des motifs budgétaires. La première année, on amortit moins quand on applique une technique pro rata temporis que quand on n'applique pas cette technique. Donc, ça a été instauré à cette occasion pour des raisons budgétaires. Et aussi en vue de favoriser les PME qui n'étaient pas soumis à ce régime. Mais réforme de l'ISOC oblige, pour les immobilisations acquises à partir du 1er janvier 2020, on y est, eh bien, l'amortissement pro rata temporis s'applique aussi pour les PME. En ce qui concerne les frais accessoires, il y avait une règle à partir de l'exercice d'impôt 2014, l'exercice d'imposition, pardon, qui disait pour les grandes entreprises, les frais accessoires suivent nécessairement le principal, alors qu'avant, le principe était celui de l'article 62 où on a le choix, l'année de l'acquisition ou suit le principal. Idem, nouvelle réforme de cette réforme, si je puis dire, à partir du 1er janvier 2020, pour les PME, il y a un choix limité, soit à la prise en charge lors de l'année d'acquisition, ou avec un amortissement qui suit le principal. Donc, il y a un peu moins de liberté pour les PME en cette matière. Et avant le 1er janvier 2020, les PME pouvaient soit prendre en charge, suivre le principal ou opter pour un amortissement étalé selon un nombre d'annuités qu'elle déterminait. Donc, il y avait une totale liberté. À partir du 1er janvier 2020, la liberté est restreinte à deux choix. La prise en charge, l'amortissement qui suit le principal. Pour les grandes sociétés, ça reste suit le principal. Voyons la question des excédents d'amortissement sur un actif incorporel particulier, le goodwill. Donc, je vous ai mis un slide très détaillé avec tout le débat autour de la durée de l'amortissement d'un goodwill. Ensuite, on va voir un exemple qui figurera sur un document annexe et l'exemple, c'est un exemple d'écriture dans la déclaration ISOC. Alors, le goodwill, c'est quoi? C'est le coût d'acquisition d'une entreprise dans la mesure où il excède la somme des valeurs des éléments d'actifs et passifs qui la composent. Ça, c'est le droit comptable qui vous le dit. Un exemple imagé pour illustrer. Si vous achetez un marteau et un clou, la valeur du marteau et du clou ensemble, ça vaut plus que la somme des valeurs individuelles du marteau et du clou
Pourquoi? Parce qu'avec un marteau et un clou, vous pouvez clouer. Et ça représente un supplément de valeur. Appliqué à une entreprise, vous avez la notion de goodwill. Quand est-ce qu'un goodwill est acté dans une comptabilité? À l'occasion de la cession d'une entreprise individuelle à une société que la personne physique crée. Donc vous avez une personne physique qui exerce une activité en personne physique, et un beau jour, pour des raisons fiscales éventuellement, elle décide de constituer une société pour exercer au travers de cette société l'activité en question. Donc il y a un apport en nature qui est effectué, une valorisation de cet apport en nature. Et à cette occasion, un goodwill va être généré et se retrouver comptabilisé dans la société. La société va comptabiliser les actifs à leur valeur d'acquisition et si la somme de ces actifs a généré un goodwill, eh bien, le goodwill en question va apparaître dans la comptabilité de la société et la société va procéder à l'amortissement de ces immobilisations, parmi lesquelles le goodwill. Alors ce goodwill, ça comprend le nom, le droit au bail, la réputation, la clientèle. Tout ça est repris sous la dénomination goodwill. La règle comptable qui prévaut pour les amortissements sur le goodwill, c'était une règle de maximum 5 ans. Donc votre goodwill, comptablement, vous devez l'amortir sur maximum 5 ans. Sur le plan fiscal, deux règles sont susceptibles de s'appliquer. La règle qui concerne l'amortissement sur les immobilisations incorporelles, qu'on a vu au slide précédent, l'article 63 qui vous dit c'est minimum 5 ans. Et puis vous avez l'autre critère général de déduction fiscale des amortissements, c'est le critère de nécessité, la dépréciation réellement survenue dans le goodwill. Et là, l'administration, sur base de ce critère de nécessité, dit pour un goodwill, en règle générale, c'est 12 ans. Donc, le fisc va exiger 12 ans, le droit comptable dit maximum 5 ans. Donc, une distorsion entre les deux qui doit générer un excédent d'amortissement taxable sur le plan de l'ISOC. Alors, il y a eu des discussions sur ce critère, ce délai de 12 ans imposé par l'administration, en disant, dans certains cas, notamment en raison du type de clientèle, je dois pouvoir amortir mon goodwill plus rapidement, et notamment quand la clientèle qui est rachetée, qui est acquise par la société, n'est pas spécialement fidèle à son fournisseur. Il y a des secteurs où les clientèles tournent plus vite que d'autres. Par exemple, un avocat en droit de la faillite, a priori, le failli, un dossier, ça ne dure pas une éternité, et puis après la faillite, il n'y a plus rien, et donc le client ne reviendra pas. Pour les architectes, la même chose. Et donc là, si une société d'architectes fait l'acquisition d'une clientèle, eh bien, elle pourra éventuellement justifier un amortissement admissible fiscalement sur base du critère, sur base de la condition de nécessité, plus rapide que 12 ans ou 10 ans.
Donc voilà un petit peu le débat au niveau de la durée. Ok, notons qu'actuellement, le droit comptable vous dit c'est plus maximum 5 ans, c'est maximum 10 ans. Parce qu'il a été modifié là-dessus. Donc, juste, voilà le débat, présentation du débat, avec la règle comptable qui est plus rapide, la règle fiscale qui est plus lente, et une position de l'administration qui fait l'objet de discussion. Bien, voyons un exemple concret sur l'angle de la déclaration. Vous avez l'annexe sur Moodle. Vous avez une société qui fait l'acquisition d'une clientèle pour 10 millions de francs. Mon exemple est en francs. À l'époque, le droit comptable disait maximum 5 ans. Donc, comptablement, on amortit la clientèle sur 5 ans, 2 millions chaque année. Le droit fiscal, l'administration disait vous devez amortir ça sur 10 ans. Et je vais autoriser fiscalement l'amortissement sur 10 ans. Et donc, on va seulement pouvoir déduire 1 million d'amortissements par an pendant 10 ans. Comment est-ce que cela va fonctionner sur le plan de la déclaration? Le point de départ, c'est la comptabilité. Vous avez un amortissement de 2 millions qui est pratiqué. Cet amortissement de 2 millions, vous le retrouvez en charge au compte de résultat. Donc, c'est une charge comptable et si on ne fait rien, c'est une charge fiscale. La règle vous dit non, c'est pas 5 ans, c'est 10 ans. Vous pouvez seulement amortir 1 million. Donc, dans la déclaration à l'ISOC pour l'année 1, dans le cadre réserve occulte excédent d'amortissement, c'est le numéro 1021, je suis toujours à la page 2 du formulaire, eh bien, au début de la période imposable, on va avoir un montant de 0, vu qu'on démarre de 0 dans mon exemple. Fin de la période imposable, on aura un excédent d'amortissement de 1 million. De cette manière, on corrige sur le plan fiscal la donnée comptable. Sur le plan comptable, on a déduit 2 millions, on rajoute 1 million de bénéfices. De cette manière, on a pratiqué un amortissement d'1 million, celui qui est admissible fiscalement parlant. Ça, c'est l'année 1. L'année 2, même chose. Vous avez 2 millions qui est acté sur le plan comptable. On peut déduire qu'1 million sur le plan fiscal. Eh bien, fiscalement parlant, vous allez partir de une situation de début de 1 million. C'est très pénible de faire des zéros avec ma souris. Et après, j'arrêterai de faire les zéros, parce que vous avez compris le principe. On part de 1 million, tac. À la fin de l'exercice, eh bien, on est à 2 millions. Et 6 zéros qui vont suivre. Bien. De cette manière, ça colle toujours. On va faire cela pendant les 5 premières années. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, au terme de la 5e année, on aura un poste excédent d'amortissement qui commence à 4 millions et qui finit à 5 millions. Et donc, chaque année, il y a 1 million de bénéfices qui est rajouté. OK. À partir de la 6e année, que va-t-il se passer? D'un point de vue comptable, la société a
totalement amorti sa clientèle. Elle a pratiqué 5 amortissements de 2 millions sur une clientèle de 10 millions. Donc la clientèle, elle vaut 0 dans la compta. Donc dans la compta, il ne se passe rien, vu que la clientèle est totalement amortie. Mais fiscalement, la totalité de la valeur de la clientèle peut faire l'objet d'un amortissement, certes plus lentement, mais on ne va pas perdre le droit à l'amortissement. Et donc, dans la déclaration d'impôt, on va avoir comme situation de début un montant de 5 millions, qui correspond aux 5 millions qu'on a indiqués au cours des 5 premières années. Ce qu'on va faire à partir de la 6e année, c'est que l'on va détaxer l'excédent d'amortissement. Donc, les 5 millions vont devenir 4 millions. De cette manière, on va venir diminuer les bénéfices taxables de la société. Dans la comptabilité, on n'a rien fiscal parce qu'il n'y a plus rien à amortir. Fiscalement, on a toujours le droit d'amortir le reste de la valeur de la clientèle et on va le faire fiscalement au travers de la déclaration en utilisant le même poste, excédent d'amortissement, que l'on va détaxer. Et donc, si vous comparez lors de la 6e année le début et la fin de la période imposable, on a un mouvement négatif entre le début et la fin, la détaxation de l'excédent d'amortissement, et donc, conséquence, le bénéfice fiscal va diminuer. Et donc, une charge qu'on ne retrouve pas dans la comptabilité, on va vous la rajouter fiscalement. Alors, ça va se passer au cours des dernières années de 6 ans jusqu'à 10 ans. Et au cours de la 10e année, à la fin de la période imposable, on va se retrouver avec un excédent amortissement totalement détaxé. Donc, on va finir à 0. Et de cette manière, chaque année, la société aura déduit sur le plan fiscal 1 million, ce que le droit fiscal autorise comme amortissement sur une clientèle, sur un goodwill. Et donc, au terme de la 10e année, le fiscal recorrespondra à la compta. On aura amorti la totalité de la valeur de l'entreprise sur 10 ans, conformément au droit fiscal. OK, donc voilà la technique expliquée. Vous avez l'exemple détaillé avec toutes les opérations. Donc, ce que vous voyez dans l'annexe, c'est bien 10 déclarations d'impôts successives pour suivre tout l'historique de l'excédent d'amortissement et de sa détaxation. C'est une technique très importante parce qu'elle permet de comprendre le fonctionnement des déclarations ISOC dans le temps et voilà, d'attirer votre attention sur la bonne compréhension de ce mécanisme, donc l'excédent d'amortissement qui provient de la distorsion entre le droit comptable et le droit fiscal et la détaxation de celui-ci pour qu'au terme de cette détaxation, eh bien, on ait amorti la totalité de la valeur selon la règle fiscale. Votre compta, elle ne bouge pas, on suit les règles de droit comptable. En ce qui concerne les réserves occultes, vous avez encore 2 autres hypothèses qu'on a déjà abordées dans la partie théorie, les autres sous-évaluations d'actifs et les surestimations de passifs. Si vous avez, à l'occasion d'un contrôle fiscal, un
fonctionnaire qui constate que votre stock est sous-évalué, eh bien, il peut réincorporer la valeur sous-évaluée dans vos bénéfices taxables. Et l'idée derrière ça, c'est que si votre stock est sous-évalué, si votre stock, une partie de votre stock n'est pas comptabilisée, ça suppose que vous utilisez ce stock non comptabilisé pour faire des ventes non comptabilisées qui débouchent sur des bénéfices non taxés. Et dès lors, la valeur non comptabilisée du stock, on la réincorpore fiscalement dans vos bénéfices au travers de la taxation d'une réserve occulte. Voilà pour la motivation. Je ne vois pas l'absence de reprise de réduction de valeur sur une mobilisation financière. Les surestimations de passifs, c'est l'hypothèse que j'ai déjà évoquée avec vous d'une dette qui figure dans votre compta et vous n'êtes plus en mesure d'expliquer d'où vient cette dette et pourquoi vous devez de l'argent à quelqu'un. Ça a l'air bizarre comme ça, mais je vous assure, ça survient dans la pratique. Par exemple, il y a eu un changement de gérant et voilà, c'était une dette comptabilisée vis-à-vis de l'ancien gérant qui est parti dans la nature et qui ne réclame plus et il n'y a plus d'explication sur l'origine. Donc, vous avez une dette qui, en fait, ne correspond à rien. Si c'est décelé à l'occasion d'un contrôle fiscal, la valeur de la dette qui vient plomber votre situation financière et vos résultats, est réincorporée dans vos résultats taxables. Pas de correction sur, ici je parle de correction sur le plan fiscal. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet des réserves occultes. Il reste une dernière composante et c'est une technique que vous voyez toujours sur la page 2 du formulaire, ce qu'on appelle la majoration de la situation de début des réserves. Cette technique, en quoi consiste-t-elle? Eh bien, à majorer la situation de début des réserves, c'est-à-dire augmenter le point de départ à partir duquel on détermine le montant des bénéfices. Je vous ai dit, le bénéfice taxable, c'est le montant de la variation des réserves entre le début de la période imposable et la fin de la période imposable. Si l'on vient majorer la situation de départ, la variation entre le début et la fin sera nécessairement plus petite. Et dès lors, ça va conduire à diminuer votre bénéfice taxable. La seule hypothèse, enfin, on en verra quand même deux. La seule hypothèse de majoration de situation du début des réserves qui est la plus importante, c'est les plus-values sur actions exonérées. Vous avez sur le slide la répétition de ce qu'on a vu dans la partie théorique. Quand j'évoquais les bénéfices, les plus-values sont un certain type de bénéfices. Dans les plus-values, il y a plein de régimes particuliers. Un des régimes particuliers, c'est les plus-values sur actions. Et les plus-values sur actions à l'ISOC sont exonérées lorsque l'on respecte plusieurs conditions sur lesquelles je n'insiste pas à présent. Je vous renvoie à ce que j'ai déjà dit. Donc, cette plus-value, elle est exonérée sur le plan fiscal. Point de départ de la détermination de vos bénéfices, c'est la comptabilité. Dans votre comptabilité, quand vous faites une plus-value sur action, eh bien, vous avez un mouvement positif à votre compte de résultat. Donc, cette plus-value, elle se retrouve dans vos comptes, donc elle se retrouve dans vos bénéfices taxables. Si vous voulez exonérer cette plus-value par application des règles de droit fiscal, vous devez corriger quelque chose dans votre déclaration. Les corrections qu'on a vues jusqu'à présent, c'est des corrections positives. Ici, on va voir une correction négative. Comment est-ce qu'on corrige le bénéfice comptable de manière à extraire la plus-value qui figure dans vos bénéfices comptables et qui fiscalement doit être exonérée? On le fait en utilisant la technique
de majoration de la situation du début des réserves. Et donc le montant de votre plus-value, si c'est une plus-value de 1000, dans votre compte de résultat, vous avez 1000 de produits. OK, ça c'est le point de départ de vos bénéfices taxables. Si vous devez exonérer cette plus-value, eh bien vous la faites sortir de vos bénéfices taxables en majorant la situation de début des réserves. Et donc vous allez partir d'un montant supplémentaire de 1000 dans mon exemple, et donc la variation du montant des réserves entre le début et la fin de la période imposable sera diminuée de 1000. Vous aurez extrait des bénéfices taxables la plus-value en question. Voilà le mécanisme qui aurait pu être un autre au niveau de la technique de la déclaration, mais voilà, c'est ce qui a été choisi. Et j'en conviens, c'est assez compliqué, mais comprenez la logique qu'il y a derrière, purement technique de déclaration, et en amont, connaissez les conditions d'exonération de votre plus-value sur action. Deuxième hypothèse de majoration de la situation de début des réserves. Prenez votre formulaire de déclaration que l'on voit rapidement ensemble. Ce sont les reprises de réduction de valeur sur action ou part antérieurement imposées à titre de dépenses non admises. De quoi s'agit-il? Voilà, petit raisonnement avec vous. On a vu que les plus-values sur action sont exonérées. Donc, conséquence logique, mais qui est aussi consacrée dans la loi, les réductions de valeur sur action, elles ne sont pas déductibles. Pourquoi? Parce que les revenus ne sont pas exonérés, la dépense n'est pas déductible. Mais quand vous faites une reprise de réduction de valeur, vous allez retomber dans la règle de non-taxation. Donc, si la réduction de valeur n'est pas déductible, elle est taxable, donc la reprise de réduction de valeur, elle, n'est pas soumise à l'impôt, elle est exonérée. Et donc, comment est-ce qu'on exonère? En majorant la situation du début des réserves. Voilà la logique que je voulais exposer derrière tout ça. Ici, je n'ajoute rien par rapport à ce slide, donc qui est mentionné pour mémoire. Et on a donc terminé le cadre réserve imposable, donc la page 2, où, pour rappel, vous avez donc les réserves apparentes, vous avez les réserves classiques, bénéfices reportés, réserves légales, réserves disponibles, indisponibles. Vous avez la question spécifique des quotités imposables de plus-value de réévaluation, on a vu en détail. Vous avez la question spécifique des provisions imposables. Ça, c'est pour clôturer les réserves apparentes. Ensuite, vous avez les réserves occultes. Là-dedans, on a vu deux questions spécifiques, les réductions de valeur imposables et les excédents d'amortissement. On est passé très vite sur les sous-estimations d'actifs et surestimation passifs. Et enfin, vous avez la technique de la majoration de la situation du début des réserves. À la page 3 du formulaire de déclaration, vous avez les bénéfices réservés exonérés. Donc ce sont des réserves qui ne sont plus taxables comme celles qu'on a vues. On les nomme exonérés ou immunisés, comme sur le slide, c'était l'ancienne appellation. Ça veut dire la même chose. Alors, ici, comme leur nom l'indique, les réserves sont immunisées, elles sont exonérées, donc les montants qui sont indiqués là, ça n'a pas d'influence sur vos bénéfices taxables, vu qu'on parle de réserves immunisées. Il faut, et nous en limiterons là, appréhender cette case de la déclaration comme une espèce de revers
revers du poste réserve taxable que nous avons vu. Et donc, si on prend par exemple les provisions sous risque et charges, on a vu que sous certaines conditions, elles étaient exonérées, et si elles n'étaient pas respectées, elles étaient taxées. Si elles étaient taxées, elles apparaissent en réserve taxée. Eh bien, si elles remplissent les conditions d'exonération, vous allez les retrouver sous le poste provision pour risques et charges exonérés dans cette partie de la déclaration. Et donc, vous allez pouvoir contrôler et établir un lien entre les deux postes. Vous avez les provisions, si elles sont exonérées, vous les retrouvez dans les réserves immunisées. Si elles deviennent taxables, eh bien, on passe en réserve taxée. Les réserves immunisées sont donc le revers de la médaille par rapport aux réserves taxées. Idem pour les réductions de valeur sous créance commerciale. Je ne parle que de ces deux exemples et voilà. Et on n'étudiera pas plus loin ce poste de la déclaration qui n'a pas d'influence sur les réserves taxées, donc sur les bénéfices taxés. Vous retrouvez également dans les bénéfices réservés exonérés la réserve d'investissement pour les petites sociétés qui a un avantage fiscal consacré pour les PME et qui leur permet d'immuniser une partie de leur résultat qui devrait normalement être soumis à l'impôt s'il est réinvesti. Voilà, c'est un mécanisme qu'on trouve souvent appliqué dans la pratique des PME, que tous les comptables connaissent bien, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Le mécanisme, du moins son principe, n'est pas compliqué à comprendre. L'application concrète, vous la verrez par vous-même le jour où vous y serez confronté, si vous y êtes confronté. Voilà, il faut juste savoir que quand on est une PME, et qu'on a des bénéfices, eh bien, on peut les réinvestir et être soumis à un régime de taxation plus avantageux et immuniser une partie de ces bénéfices pendant un certain temps. Donc, deuxième composante à additionner lors de la première opération, les dépenses non admises. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va rajouter à la base taxable, donc des dépenses qui comptablement sont déductibles, fiscalement pas, et on les rajoute à vos bénéfices. Donc en matière de DNA, dans la partie théorique, je vous ai exposé, rappelé les règles de 49 et le développement jurisprudentiel particulier en ce qui concerne le lien nécessaire avec l'objet social de la société. Ici, on est dans la partie pratique. Donc, vous avez la page 4 de votre déclaration ISOC qui reprend tous les types de DNA. On en voit quelques-uns en particulier et on répète essentiellement des DNA qui existent en matière d'IPP. L'impôt, c'est la première des DNA. Donc l'impôt des sociétés, les versements anticipés, le précompte mobilier qui a été retenu par le débiteur d'un revenu mobilier lorsqu'il est attribué à la société, tout ça, ce n'est pas déductible. Le précompte immobilier, lui, est déductible, donc c'est une exception au principe de l'impôt est une DNA. Le précompte immobilier, lui, impôt distinct qui n'a rien à voir avec l'impôt sur les revenus, ce précompte immobilier, il reste déductible. Les amendes pénales, c'est pas déductible. En ce qui concerne la déduction des cotisations de pension et la règle des 80%, on n'insiste pas. Les frais de restaurant, idem qu'en IPP, ils sont déductibles. La quotité professionnelle des frais de restaurant est déductible à 69%, donc il y a 31% de DNA. Les frais de vêtements déductibles, ce sont les mêmes qu'à l'IPP. Les intérêts exagérés, les intérêts dont le taux excède celui du marché,
ne sont pas déductibles, c'est l'article 55 qu'on a vu en IPP. Autre intérêt, je n'insiste pas. Les avantages anormaux et bénévoles. Article 26, c'est ici qu'on va les retrouver. Donc ça, c'est une anomalie que je ne m'explique pas. Mais en termes de technique de la déclaration, c'est pas logique, mais ça revient au même. Hein. Les avantages anormaux et bénévoles, hein, ce sont ces bénéfices qui sont réintégrés dans les bénéfices taxables d'une entreprise, ici d'une société, hein, dans l'hypothèse où elle attribue un avantage anormal ou bénévole à une société liée. Dans la partie théorique, on a vu ça en tant que composante des bénéfices, article 26, hein, qui vient après article 24. Dans la technique de la déclaration, on retrouve ça dans les DNA. Un avantage anormal et bénévole, ce n'est pas toujours une charge comptable que l'on corrige, mais force est de constater que c'est là qu'on le retrouve dans la déclaration et que la déclaration, c'est la déclaration, on ne va pas la changer. Donc, ce sont des DNA dans la déclaration et fondamentalement, la place n'a pas d'importance, même si elle n'est pas super logique, hein, parce que si on les retrouve là, si on les retrouve dans les DNA, on les rajoute aux bénéfices. Les avantages anormaux et bénévoles, on a vu dans la partie théorique que c'était rajouté aux bénéfices. Donc, quoi qu'il en soit, ce sera rajouté aux bénéfices. Les avantages sociaux, parallèles, hein, ici avec la matière des rémunérations à l'IPP, les avantages sociaux, ce sont des ATN qui ne sont pas taxables dans le chef de la personne qui les reçoit, donc du travailleur salarié. Conséquence, ils ne sont pas déductibles dans le chef de l'employeur qui les attribue. Si l'employeur est une société, on retrouve les avantages sociaux dans ses DNA. Et la base légale, c'est l'article 53. 38, c'est la disposition qui exonère le revenu professionnel dans le chef du travailleur salarié. Libéralité, je le cite ici parce qu'on va le reprendre un petit peu plus tard. Les libéralités consenties par une société, par exemple à la Croix-Rouge, hein, un don d'argent à la Croix-Rouge, c'est une DNA, mais il y aura un traitement fiscal particulier un petit peu plus loin. Ok, mais on les reprend comme DNA. Dans la compta, c'est une charge déductible comptablement. C'est réintégré dans les bénéfices sous le poste libéralité. Finissons l'analyse de quelques DNA particulières, les réductions de valeur sur part. Je vous ai dit que dans la mesure où les plus-values sur actions sont exonérées à l'ISOC, alors les réductions de valeur sur part, actions, sont non déductibles, c'est des DNA et elles sont réincorporées aux bénéfices. Deuxième point, les paiements effectués vers des paradis fiscaux que vous retrouvez dans votre liste des dépenses non admises de la déclaration sous le vocable paiement non déductible vers certains États, qui est une appellation plus neutre. Ici, je vous en parle pour évoquer un point d'actualité. Donc, de quoi s'agit-il? Depuis un certain nombre d'années, près de 10 ans, les sociétés qui effectuent des paiements vers des sociétés, vers des bénéficiaires basés dans des paradis fiscaux, à concurrence de plus de 100 000 euros, ont l'obligation de faire une déclaration spécifique de ces paiements. Donc, en plus de la déclaration d'impôt, il y a une liste des paiements vers des paradis fiscaux qui doit être établie par les sociétés. Pourquoi? On veut attirer l'attention de l'administration sur ces paiements pour qu'elle effectue un contrôle. Si la déclaration n'est pas faite, eh bien, le paiement devient automatiquement non déductible et donc c'est une DNA qui est rajoutée au bénéfice. Donc voilà le régime, et régime qui est parfaitement louable. Seulement, vous
verrez, si vous êtes attentif à l'actualité, chaque année, que le résultat de l'application de cette mesure, à savoir l'administration dispose de l'information combien ont été payés vers des bénéficiaires basés dans des paradis fiscaux. Donc, le résultat de la mesure, il est présenté comme parfois comme quelque chose de négatif en soi, en disant il y a X millions d'euros qui se sont envolés vers les paradis fiscaux en telle année. Je pense qu'il s'agit d'une version tronquée de la réalité. C'est une information qui est utilisée pour faire du buzz. C'est pas parce qu'il y a un paiement effectué vers un paradis fiscal que nécessairement ces sommes échappent de manière injustifiée à l'impôt. Il y a des prestataires établis dans les paradis fiscaux qui peuvent délivrer des services et ils doivent être rémunérés sur ces services et la contrepartie, c'est qu'il y a une dépense déductible pour l'entreprise belge qui recourt à ces services. En soi, je dirais, l'État belge n'a rien à y perdre et rien à y redire. Et j'imagine que bon nombre des paiements effectués répondent à ces conditions. Et voilà, justement, le résultat de la mesure, il est présenté comme quelque chose de mauvais, alors que la mesure a justement pour objectif d'obliger les sociétés à déclarer pour permettre à l'administration de contrôler et d'éviter que des sommes injustifiées soient déduites. Donc l'information est présentée de manière qui n'est pas neutre lorsqu'on dit que ces montants se sont envolés vers les paradis fiscaux. Et voilà. Avec le regard de technicien, on peut froncer les sourcils en voyant que la presse relaie cette information quand elle y ajoute une connotation nécessairement négative. Justement, il faut plutôt y voir quelque chose de positif d'un point de vue technique. Je referme la parenthèse. Troisième DNA, les frais de voiture. Donc, à l'ISOC, mais les pourcentages de l'ISOC sont aussi applicables à l'IPP. Les frais de véhicule sont déductibles à concurrence d'un certain pourcentage. Ce pourcentage varie en fonction des émissions de CO2 et ces pourcentages ont été revus à la baisse. Donc, c'est moins déductible à partir de l'exercice d'imposition 2021. Donc, période imposable 2020, ma langue a fourché, donc à partir de maintenant. Conséquence de la réforme ISOC où il faut élargir les bases imposables. Et voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de pourcentages possibles que je ne sais même pas les évoquer dans un slide. Donc, je vous ai mis un lien vers un article qui fait le point sur la situation en 2020. Lisez ça si vous êtes intéressé en diagonale. Je ne vous demanderai jamais de calculer un taux de déductibilité, ça sortirait du cadre de ce cours. Mais voilà, retenez juste qu'il y a une limitation à la déductibilité en fonction des émissions de CO2 et que le régime de l'ISOC, ce pourcentage, est le même à l'IPP, sauf en ce qui concerne les frais de carburant à l'IPP, où là, c'est la règle des 75% qui continue à s'appliquer. Encore en ce qui concerne les DNA sur véhicules, dans la mesure, et c'est une DNA particulière, donc pour les véhicules de société qui sont donc mis à disposition d'un travailleur ou d'un dirigeant par la société, au-delà de la règle de déductibilité que j'ai évoquée au slide précédent, il y a une autre règle. Je vous rappelle qu'il y a un ATN qui est calculé sur une valeur forfaitaire dans le chef du bénéficiaire, donc du travailleur ou du dirigeant qui bénéficie de la voiture de société. Bien. Et un pourcentage de cet ATN est taxé au titre de DNA dans le chef de la société qui attribue l'avantage en question. Donc, voilà, une DNA créée de toutes pièces quand on a voulu alourdir la fiscalité sur les voitures de société. Je n'en dis pas plus sur cette question technique. Troisième composant dans les bénéfices imposables, après les
réserves, après les DNA, les dividendes distribués. Hein. Et ici, on ne va pas voir toutes les hypothèses particulières, mais l'hypothèse de base rencontre 90% des cas de la pratique et il n'y a pas grand-chose à en dire. Lorsqu'une société décide de distribuer son résultat, comme je l'ai évoqué tout au début dans mon introduction lorsque je vous exposais le fonctionnement de la déclaration ISOC, eh bien, les 10 de bénéfices que la société décide de distribuer, eh bien, ça reste 10 de taxables dans le chef de la société. Et on le retrouve en dividendes distribués, et pas dans les postes de réserve. Cela est parfaitement logique. Pour le surplus, je ne dis rien en ce qui concerne les dividendes distribués. Et donc, nous avons fini l'étude de la première opération. Nous allons ensuite passer aux opérations suivantes, mais comme je l'ai dit, la première opération était de loin la plus compliquée, la plus technique et la plus importante. Il y aura nettement moins de matière en ce qui concerne la suite et nous allons tranquillement voguer vers la fin de l'ISOC et la fin du cours en général.